Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans Tailgate, le podcast 100% NFL des équipes de The Playoff. On est de retour en cette nouvelle semaine de l'intersaison pour parler de quoi? Pour parler du calendrier, notamment puisque le calendrier est sorti dans la nuit de mercredi à jeudi. Les 32 franchises connaissent donc maintenant, ils connaissaient déjà leurs adversaires, mais maintenant ils connaissent l'ordre des rencontres. On va débriefer un petit peu tout ça, parler des matchs internationaux, parler des plus belles semaines qui nous attendent dans cette saison. Puis on reviendra sur une actualité assez chargée dans cette semaine, puisque on a eu pêle-mêle notamment la retraite de Derek Carr, mais aussi la nouvelle sortie de Trey Hendrickson sur son contrat. On va parler de tout ça pendant cette heure, ou peut-être un peu plus, mais on va essayer de pas trop déborder, qui nous occupe aujourd'hui. Comme toutes les semaines, mon équipe de choc est avec moi, avec Seb. Salut mon Seb, comment tu vas? Bonsoir Flav, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Actu chargé, hein, mine de rien, on a beau être en intersaison, il s'en est passé des choses. La révélation du calendrier, c'est devenu un véritable petit événement en soi. Les fans qui suivent les clubs ou qui suivent la NFL sur les réseaux sociaux en savent quelque chose. On va vous donner un petit peu notre opinion sur ce qu'on pense, nos premières impressions sur tout ça. Et chez The Playoff, c'est aussi un événement parce que derrière, on doit faire 32 articles pour chaque franchise, quoi. Tu vois, le lendemain de la sortie du calendrier. D'ailleurs, notons-le, seul site internet en France à vous proposer un article par franchise pour dévoiler le calendrier. C'est quand même, voilà. Mais telle est la vie des forçats du football. Et oui, tu le sais, je sais. Mon Yaya, salut Yaya, comment tu vas? Eh ben, salut à toutes. La vraie info. Pas tous. Non, juste toutes. Ouais, vous les femmes, vous le charme. Non, mais je note juste une chose, c'est que tu as fait un article sur les Colts, sur les Jaguars. Ah, les Colts, c'est pas moi. Ah ouais, bon, ça va alors. J'ai fait les Jaguars, j'ai fait les Titans, j'ai fait les Texans, j'ai fait les Saints, j'ai fait les Bengals, mais j'ai pas fait les... c'est pas moi les Colts. Les Colts, ça doit être Charles, je crois. J'ai fait les Panthers, j'ai fait les Falcons. Oui, alors oui, il paraît que tu fais très bien la panthère. Il y a des vidéos qui circulent sur le net, mais voilà. C'est moi la panthère rose. Vince, comment tu vas? Salut à tous, salut à toutes, ça va très très bien. Je suis tout nu depuis mardi, donc j'ai juste mis un haut pour que mes compères ne me voient pas complètement nu en vidéo, mais je suis tout nu. Voilà, donc je suis très content. Grâce te soit rendue pour cette action de ce qui va arriver. Non, et puis voilà, effectivement, une grosse semaine avec pas mal de ligues de calendrier. C'est toujours intéressant parce que c'est vrai que les franchises se lancent vraiment dans cette saison et les fans notamment qui s'amusent déjà à voir combien de victoires auront leur équipe à la fin de la saison. Donc on voit tout et n'importe quoi, c'est très rigolo. Est-ce que tu es au courant qu'on a passé le stade du leak de calendrier? Oui, mais quand je te dis leak, c'est les leaks qui ont précédé en début de semaine. Mais maintenant qu'on a le calendrier officiel, on voit des fans des Giants qui disent qu'ils arriveront en playoff. C'est très rigolo. Oui, mon Seb. J'ai une question pour Vince. J'aurais dû te la poser en off. Désolé, mais on va révéler quand même les maintenant le off et le pas off, ça se mélange. Oui, voilà, ça se mélange. Vince, je sais déjà ce qui va arriver. Avec le calendrier, parce que ça m'inquiétait beaucoup. Tu sais que pendant ces 2 derniers jours, j'étais dans mes recherches, je n'ai pas pensé à te... Alors, vous savez, on va expliquer tout parce que les gens ne le savent pas forcément. Nous qui faisons partie des médias, on a un site dédié à la communication de la NFL qui s'appelle NFL Communication. Et dedans, il y a tous les communiqués de presse, notamment le calendrier. J'ai hésité ce matin à 3h du matin à envoyer à Vince le calendrier pour être sûr qu'on parle du même, tu vois, parce que je me suis dit, il va pas le trouver. Non, il va pas. Donc, pour lui faciliter la vie, on a fait les 32 articles sur The Playoff. Comme ça, il les a tous, tu vois. Il n'y a même pas besoin de chercher un site. Après, moi, j'ai trouvé le calendrier de 2023. Je me suis dit que ça ferait l'affaire, quoi. Donc, ça ira, non? Ouais, c'est quasi pareil. Tu perdras toujours 2 fois contre les Chiefs, hein, ça changera pas. C'est à peu près ça. Là-dessus, il n'y aura pas de danger. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Ah oui, on va commencer par les matchs. T'es méchant avec le pauvre Vince, alors que les Broncos ont battu les Chiefs déjà. Non, ils ont battu l'équipe C des Chiefs. C'est pas pareil. Oui, mais ils ont battu quand même. Voilà.
Bref, donc, on va commencer par les matchs internationaux. Non, juste avant les matchs internationaux, je vais saluer Mathieu. Mathieu qui est un fan des 49ers de San Francisco et qui m'a écrit. Alors, je vais lire son message, comme ça lui fera plaisir parce que je sais qu'il nous écoute vraiment assidûment toutes les semaines. Il m'a envoyé un message tout à l'heure et je pourrais te l'envoyer, Yaya, si tu ne me crois pas, c'est authentique. Il m'a dit « Hello Flav, pourras-tu exprimer toute ma sympathie à Yaya? Une saison encore plus compliquée que la tienne vu le calendrier des Giants. » Donc voilà, nous saluons Mathieu qui visiblement pense à toi. C'est très gentil. Je salue Mathieu et je te remercie. Tu sais, être fan de New York, c'est un sacerdoce. Ouais, mais il n'y a pas que pour les Giants. Hein, Parce qu'il y a les Saints, tu vois, qui ont une franchise nulle, mais un calendrier facile. Et il y a les Giants qui ont une franchise nulle et un calendrier difficile. Et là, ça devient encore plus... oui, bon, on en reparlera. Oui, bah, c'est peut-être le dernier d'ailleurs contre les Saints. Ce sera peut-être le seul match que vous allez pouvoir prendre. C'est déjà pas mal. Ça en fera un. Alors, donc, le programme des matchs internationaux. Je disais 7 matchs au programme cette année. Les Chargers contre les Chiefs, ce sera à Sao Paulo au Brésil. Les Steelers contre les Vikings à Dublin. Les Browns contre les Vikings à Londres. Les Jets contre les Broncos à Londres. Les Jaguars contre les Rams à Londres. Les Colts contre les Falcons à Berlin. Et les Dolphins contre les Commanders à Madrid. Avant de parler de ces matchs internationaux, je vous informe déjà que les équipes de The Playoff seront présentes sur au moins 4 des 7 rencontres internationales, puisqu'il y aura du monde déjà, c'est sûr, à Sao Paulo, à Londres, ça doit être Vince, normalement, à Berlin et à Madrid. Donc voilà, on va couvrir au moins 4 des 7 matchs internationaux. Au moins, puisque Dublin est encore en discussion, on pourrait aussi être à Dublin. Donc voilà, ça fait déjà une belle propension. Est-ce que c'est trop, 7 matchs internationaux, les amis? Non, Vince, il est content, lui, il va en mettre plein pour avoir les Broncos. De quel point de vue? Non, vas-y, Seb. Non, depuis quand tu t'appelles Seb? On va dire Seb, c'est moi. Depuis Seb. quand tu prends la parole en premier? Déjà. Est-ce que c'est trop? Voilà. Ça dépend de quel point de vue tu te places. Pour nous, fans européens, enfin, c'est formidable, c'est quand même une saison de première, c'est la première fois qu'on a autant de matchs internationaux et autant sur le continent, c'est la première fois qu'il va y en avoir un à Dublin, c'est la première fois qu'il va y en avoir un à Berlin, c'est la première fois qu'il y en aura un à Madrid, mais ça reste 7 matchs sur 272. Du côté de nos collègues et de nos amis américains, pour certains, c'est toujours trop parce que c'est un peu comme les Mexicains qui leur volent leur travail, les Européens leur volent leur football, tu vois, maintenant. Ça reste 7 matchs sur 272. La proportion n'est quand même pas si énorme. Et le football NFL reste un produit particulièrement américano-centré. Ces matchs, c'est une aubaine pour nous, fans européens, de pouvoir voir de la NFL en vrai et de près et de façon relativement pratique. On va dire que aller en Espagne, d'où qu'on vienne en France, c'est quand même autre chose que de traverser l'Atlantique. Ça reste également pour la NFL un gros outil de communication, un gros coup de com' pour étendre leur marque et faire connaître pas tant le sport que la marque NFL Vince, en Europe. Que voulais-tu dire? En fait, on est sur un calendrier où on a des matchs. Ok, on a des matchs, mais on a une année sur deux plus de matchs à domicile que de matchs à l'extérieur. Et je suis intimement convaincu que à terme, on aura 16 matchs internationaux, puisque comme ça, on aura toutes les équipes qui recevront 7 fois et qui se déplaceront 7 fois aux États-Unis, et tous les autres, en fait, les 16 matchs des équipes qui doivent recevoir 8 fois, et ben en fait, ça va être des matchs internationaux. Comme ça, au moins, chaque équipe aura reçu 7 fois aux États-Unis. Excuse-moi, je suis pas très bon en maths, mais si tu reçois 7 fois et que tu te déplaces 7 fois, ça fait 14 matchs, non? Mais non, mais t'as pas compris. Oh là là, ils ont rien compris à ce que je voulais dire. Non. Sur le sol américain. Et en plus, c'est pas 7, c'est 8 que je voulais dire. Oui. Alors, moi, je pense que Vince, voilà.
il est plus proche d'Arlène Boulin-Prat que de Bertrand Renard. Hein. Tu ferais mieux de faire le mot le plus long que. Bon, c'est qu'un ami. Hein. Mais bon, bref, voilà. Parce que non, les gars, c'est définitif. Il faut pas intelligent comme ça. Non, mais en fait, je le voyais partir dans sa théorie. Je me dis 7 plus 7 plus 1, 15. Il va où là? Il fait quoi? Non, mais alors, je me suis trompé. Je me suis trompé. Ok. Juste une chose, quand on est tie-end, on risque beaucoup de commotion et voilà ce qui arrive après. Bon, chaque équipe joue 17 matchs. 8 ou 9 à domicile. Et l'inverse à l'extérieur, forcément. Mais je suis intimement convaincu qu'à terme, ceux qui auront 9 matchs à domicile en accueilleront un à l'extérieur en Europe pour en avoir 8 dans son propre stade. Et comme ça, toutes les équipes recevront 8 fois dans leur propre stade. Ça sera la seule équité qu'il y aura dans ce calendrier. Donc, enfin, quoi. Vince, tu sais, alors, je suis d'accord avec toi. Il y a un trou dans ta raquette. Il y a un trou dans ta raquette, c'est que la NFL voudrait un match supplémentaire également, peut-être avec une autre bye week pour rééquilibrer et faire un nombre de matchs pairs, c'est-à-dire amener une 19e semaine. Laissez-moi avec ma théorie frauduleuse, s'il vous plaît. Oui, parce que si tu l'emmènes avec un match... Non, la théorie n'est pas mauvaise, c'est le calcul. C'est les calculs qui sont pas bons, Kevin. C'est ça. Non, mais bon, voilà. En fait, mais après pour ces 7 matchs, on sait déjà que l'année prochaine, il y en aura encore plus, parce qu'on parle de l'Océanie. Je crois que ça a été officialisé. Oui, c'est officiel. C'est officiel. L'Australie. On sait qu'il y en aura de plus en plus. Après, il va falloir se limiter à un moment donné. Moi, je pense qu'à arriver à un moment où nous on est 16, c'est-à-dire que toutes les équipes jouent au moins une fois à l'extérieur, ben, ça peut être pas mal. N'hésitez pas à réagir à ce moment grandiose de calcul mental de la part de Vince avec le hashtag calcul comme Seb. Le calcul comme Vince, pardon. Si parmi les podcasts parmi vous, il y a des agrégés en mathématiques, les podcasts écrivez-nous préparés. Hein, tout est préparé. Tout est pro. C'est des professionnels. Moi, je vous sommes pros. Il y a de l'expertise. Ça, c'est sûr. Bon, en parlant de jouer tous un match à l'extérieur ou un match en dehors des États-Unis, les Vikings, eux, ils vont en avoir 2 cette saison. Un à Dublin, un à Londres. 2 semaines de suite. Est-ce que tu trouves ça... comment dirons-nous, inégal? Oui, ça l'est, mais est-ce que c'est injuste pour les Vikings, mon Yaya? Bon, ils sont habitués au match à l'extérieur. Hein. Ouais, c'est ça. Et puis ils le font back-to-back. Et c'est donc, Dublin et Londres, hein, donc c'est pas très ouais, loin. Ça fait un peu comme les Jags, un peu tous les ans, depuis quelques années. Donc, si tu veux, il n'y a pas le retour aux États-Unis pour revenir, tu vois. Il n'y a qu'une seule fois le jet lag. Bon, je pense que ça peut... Après, c'est toujours pareil, ça leur enlève un match à domicile. Donc, ouais, moi, je trouve pas ça si déconnant que ça. Et même, je trouve que l'idée de tourner, c'est pas. Je crois que ça ne leur enlève pas de match à domicile. Si je dis pas de bêtises, les 2 sont comptés à l'extérieur. C'est à Cleveland et à Pittsburgh. Exactement. Ouais, donc, à l'extérieur. Alors, du coup, encore mieux parce que du coup, si tu veux. Tu as un côté où tu as le voyage de l'équipe, ça peut resserrer l'équipe, ça peut créer une dynamique et faire un truc. On se souvient que les Jags, après 2 matchs, ils s'étaient relancés. Bon, après, ils sont retournés dans leur travers, c'est les Jags. Mais, les Panthers, ils se sont lancés l'an dernier avec la victoire contre les Giants en Allemagne. C'est derrière qu'après, ils ont battu les Saints, ils ont battu d'autres. Ils n'avaient pas de back-to-back, eux. Non, mais le match en Europe peut servir à lancer des dynamiques parfois. Oui, complètement. En fait, c'est le road trip, c'est tout ça. On sait que quand tu vas en déplacement, tu as toujours le côté... le côté colo. Ouais. Ouais, tu sais, quand tu es en déplacement... Non, on raconte pas tout, non. Non, tu t'arrêtes, t'es en voiture dans un village, tu dis « Oh, il fait chaud » et hop, t'arroses à coups de flotte les passants. Enfin, voilà, les trucs très fins. Bon, là, tu vas nous raconter tes vacances à Saint-Roustange, je le sens bien. Oui, tout à fait. Et c'est vrai que, alors, en fait, en te voyant, tu as un côté Ébric Lompré, donc forcément, voilà. Tout à fait. Blague mise à part, blague et bêtises mises à part, ces Vikings, Seb, tu les trouves désavantagés, toi, ou à la rigueur, bon, alors, faut pas oublier qu'aux États-Unis, ils voyagent beaucoup.
il voyage beaucoup et alors je lisais je crois sur Sports Illustrated, un Minnesota Dublin, c'est l'équivalent d'un vol Miami-Seattle. Donc c'est-à-dire que voilà, faut se l'enquiller, mais c'est pas impossible. Et je suis d'accord avec l'argument de Yaya. Ce qui est bon entre guillemets pour eux dans cette espèce de mini tournée européenne, c'est que le retour transatlantique, le deuxième vol transatlantique, eux ils vont le prendre une semaine après l'aller et non pas seulement quelques jours comme tous leurs autres camarades. Donc, ils vont avoir le temps tout de même de relativement faire récupérer les organismes. Et puis, autre chose, toujours d'après USA Today, pardon, pas Sports Illustrated, d'après USA Today, il semblerait qu'en interne, alors il y a des sources anonymes qui disent que cette situation-là, les Vikings n'avaient rien contre et même auraient un petit peu poussé pour l'avoir, justement pour ces raisons-là, parce que le fait de jouer ces 2 matchs à l'international leur permettait d'éviter une certaine forme de fatigue et d'épuisement pour leurs joueurs. Et puis, comme a dit également Kevin O'Connell, il préfère prendre les Steelers sur un match international à domicile entre guillemets sur un match international plutôt qu'à Acrisure Stadium. Donc eux, ils sont du moins officiellement assez heureux de la situation. Comme l'a dit Yaya, O'Connell a bel et bien dit que c'était le genre de déplacement qui pouvait souder une équipe. Il n'y a pas de raison. Alors, on sait bien que c'est des déclarations officielles, donc ça reste très, très pro et formaté. Mais c'est vrai que la situation paraît jouer en leur défaveur. Dans les faits, pas tant que ça. C'est une situation qui est gérable. Et ils auront, faut le rappeler aussi, leur bye week juste après les 2 matchs internationaux. Donc, ils vont jouer à Dublin, à Londres. Et ensuite, ils ont une bye week avant de jouer. Alors, je vais reprendre le calendrier, mais je crois que c'est contre les Eagles de Philadelphie, c'est ça. Avant de recevoir les Eagles de Philadelphie, 15 jours après leur match du côté de Londres. Donc, ça leur laisse un petit temps pour récupérer. Juste en un mot, c'est quoi on va faire beaucoup ça hein, dans ce podcast, c'est quoi le match international qui vous plaît le plus? Bon, toi, Vince, tu vas me dire que c'est l'extraordinaire, l'incroyable, le fabuleux Jets Broncos, mais... Après, si je devais vraiment m'enthousiasmer pour un match international, j'hésiterais franchement entre 2. Le Jet Broncos, je le mets de côté parce que ça, c'est le cœur qui parle, mais c'est tout. Sinon, je pense que le Kansas City Chiefs au Brésil contre les Chargers ou alors justement les Minnesota contre les Steelers, c'est 2 sacrés matchs quand même. Il y a le Miami-Washington, je sais pas, vilain. Miami-Washington est pas mal non plus, mais quand même, à choisir, je pense que je prendrais le Vikings Steelers. Je pense que c'est la plus belle des affiches. Bon, Yaya, on joue à tu préfères, mais avec 7 choix. Tu préfères lequel? Alors, à vrai dire, je vais faire un petit peu l'européen moyen. Non, il n'y a pas de Giants Panthers, hein, cherche pas. Non, mais l'affiche, même si j'ai des doutes sur les Steelers Vikings. Steelers Vikings à Dublin. Mais je pense mais après, je pense que le meilleur match sera Miami-Washington. Mais par contrat, je ne peux pas dire. Le plus beau, oui. Tu as raison. Bon, Seb. Chiefs Chargers quand même pour l'ouverture, ça va être chouette. Ça va être un duel de division entre, on va dire, le roi couronné, l'une des forces montantes de cette division. Moi, sur le papier, c'est Chargers, d'ailleurs, je tiens à le dire, qui a été annoncé en premier en France sur The Playoff, puisque nos équipes brésiliennes avaient confirmé le match dès le samedi, donc 3 jours avant l'annonce officielle de la rencontre. Ça nous permet de faire un coucou à nos collègues brésiliens qui sont de l'autre côté de l'Atlantique, mais que nous aimons beaucoup. Alors, salut les amis du Brésil. Bom dia. Voilà. Ils ont leur podcast aussi, si jamais vous êtes lusophone, n'hésitez pas à aller écouter aussi nos amis du Brésil. On continue ce calendrier rapidement parce qu'on peut pas détailler évidemment tous les matchs. C'est quoi avant la semaine de compétition, il y a les Chiefs à Noël. Alors les Chiefs, ils doublent, ils font Noël et Thanksgiving cette année. C'est Chiefs de fête. On a une double dose de Chiefs pendant les fêtes. Je crois qu'ils jouent à Dallas. Oui, c'est Thanksgiving.
Il joue à Dallas. Le Dallas Chiefs va être très très regardé, je pense. Après, les Chiefs, c'est la continuité, c'est l'équipe qui est maintenant une des équipes la plus suivies, avec beaucoup de stars qu'on attend. Ils se sont plantés dans leur three-peat, ils vont essayer de reprendre un peu le devant cette année-là. Oui, forcément, avoir les Chiefs à Noël, ça avait marché les 2 années précédentes. Ils refont, ils prennent pas trop de risques, ils le recontinuent avec les Chiefs. Un duel de division contre les Broncos. C'est souvent des duels de div. La première année, c'était contre les Raiders. Et l'année dernière, c'était contre les Steelers. C'était les Steelers. Oui, donc. Merci d'avoir suivi avec nous la saison 2024. Après, c'est logique, franchement, de voir ce Christmas Game continuer. En plus, ça tombe un jeudi cette année, donc ça sera. Le problème va se poser quand ça tombera un dimanche. Les Chiefs de Kansas City, qui avaient demandé à faire partie maintenant régulièrement, on en avait déjà parlé dans le podcast de ces NFL Christmas Games. Visiblement, la NFL leur donne encore les clés en les rajoutant cette fois à Thanksgiving. Ça fait vraiment équipe de fête, Seb, pour cette année, les Chiefs. Ils seront partout. Oui, actuellement, c'est le club à la fois le plus populaire et le plus détesté. C'est le lot de tous les clubs qui. Avec Dallas, ça va être sympa niveau populaire et détesté aussi, tu vois. Ah, mais ça va être. C'est simple, tu as 2 villes qui vont s'intéresser au match et puis le reste des États-Unis qui vont les haïr de tout leur cœur et qui vont espérer que les 2 équipes perdent ce jour-là. Donc. C'est ça. Donc ça ne m'étonne pas qu'on y ait encore droit à Noël. Comme tu l'avais dit, ça avait très bien marché la saison passée. Ça ne m'étonne pas qu'on y ait droit à Thanksgiving. Et puis c'est aussi un club qui a 7 matchs en prime time cette année. Donc c'est vous dire l'assurance audience que c'est pour les chaînes de télévision qui rediffusent, parce que le nerf de la guerre, c'est ça. Après, est-ce que les Chiefs à Noël, ça peut devenir une tradition comme les Lions à Thanksgiving? Possible, pourquoi pas. En plus, ils sont en rouge, on peut les confondre avec le Père Noël, ça serait de saison. Mais non, moi, ça m'étonne absolument pas que la NFL les ait programmés à nouveau à Noël. Et même pas oublier qu'en plus, l'affiche de Noël, c'est Netflix, il me semble qu'il y a encore les droits, et Netflix avait été parti avec les Chiefs, justement, et ça avait très bien marché. Donc, à mon avis, le diffuseur a son mot à dire aussi. Avec l'excellent Drew Brees qui avait animé la soirée de manière magistrale. Il est aussi bon en animateur, en journaliste qu'en quarterback. C'est vraiment un homme exceptionnel. Drew, si tu nous écoutes, on te salue, nous aussi. Et puis, il y a le room des scènes, si tu veux, Drew. Allez. On va le laisser 15 secondes penser à ses âneries, mais enfin bon, pas sûr que ça lui suffise pour mobiliser ces 3 neurones, mais allons-y. Mon Yaya. Oui. Plaît-il, les Chiefs à Noël. Plaît-il, de quoi parlons-nous? On parlait du calendrier. Écoute, tout a été dit. C'est l'équipe phare actuellement. C'est l'équipe qui gagne tout. C'est la dynastie actuelle. Donc c'est normal qu'elle soit mise en avant. Il y a des bandwagons partout. J'en citerai 2. Je pourrais en citer dans la rédaction. Donc voilà, c'est tout à fait normal qui soit mis en avant, et avec cette exposition, c'est l'assurance d'avoir de l'audience, de l'audimat. Donc moi, je suis absolument pas choqué par rapport à ça. Après, c'est pour eux dans leur saison. Est-ce que c'est cohérent, pas cohérent? Ça, je me garderai. Enfin, j'ai pas le temps de voir ça. Très bien. Quelle est la semaine qui vous plaît le plus dans ce calendrier? Si vous deviez choisir une semaine sur les 17, vous voulez que je vous donne la mienne et puis après, comme il y en a 18. Il y en a 18, mon cher Flav. Ça va être 17 semaines que les gens jouent, 18 semaines de compétition. Non, mais moi, je sais compter. Merci. Il y en a 18. Ça, on sait que tu sais compter pour garder l'argent que tu nous reverses pas, notamment pour payer un ordinateur à Seb. Ah, voilà, monsieur. Oui, vous savez compter. Ça fait longtemps, dis donc. C'est toujours... Alors,
Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé de ce sujet d'ailleurs. Tiens, je crois que c'est le moment. Ils sont en train de s'exciter tout. Enfin, il est en train de s'exciter tout seul. Hein. Je défends mon camarade, moi, monsieur. Oui, mais c'est ça. Défends ton camarade. Tiens, pour la peine. Moi, je trouve que Flav a raison parce qu'il a mon accréditation qui arrive pour Londres, donc voilà. Hein. Voilà. Regarde, les laquais du pouvoir. T'as vu ce que c'est? Le journalisme de cours. C'est pas joli. Bon, tiens, choisis ta semaine, mon yaya. Tiens. Et moi, c'est comme tous les ans, c'est toujours la même. La première semaine, l'excitation de savoir ce qui va se passer. Les seuls moments où les Giants sont pas en négatif. Mais oui, bien sûr, évidemment. Et écoute, déjà, toi, passe le cap de 2 Super Bowls et après, tu la ramènes. D'accord? T'as même pas de quarterback. Nous, on en a 2. On a James, mais on en a 2. Donc, s'il te plaît, voire 3 même. Donc, si tu veux, on te prête James pour la saison. On veut bien le reprendre, mais c'est pas utile, tu peux le garder. Contre quelques tours de draft. Allez, non, merci, ça ira. Moi, la semaine 1, pour moi, c'est clairement la meilleure aussi. T'as du Cowboys at Eagles, t'as du Chiefs Chargers en international, t'as du Ravens at Bills, même le Vikings Bears est pas vilain non plus. Enfin, franchement, t'as du, voilà, c'est clairement pour moi l'une des plus belles semaines. Je crois même que c'est celle, oui, t'as un Steelers Jets. Ça peut être drôle si Aaron Rodgers il est aux Steelers, non? Vous imaginez la storyline. Steelers Jets. C'est sûr. Vous avez Aaron Rodgers qui joue en week 1 au MetLife et qui se pète le tendon d'Achille. Vous l'aurez entendu en premier ici. Hein. Vous l'aurez entendu c'est terrible. C'est absolument terrible. C'est terrible. C'est terrible. Vince, première semaine pour toi aussi ou je te sers autre chose? La première semaine est une semaine qui est forcément, on met beaucoup d'affiches pour aussi refocus un peu tout le monde, pour que tout le monde reprenne un peu le devant. Les 32 équipes jouent. Moi, j'aime beaucoup la semaine de Thanksgiving, figure-toi. J'aime bien les 3 matchs qui nous ont servi pour Thanksgiving cette année, sont vraiment sympas. Est-ce que tu as le numéro de la semaine? Parce que alors non, je l'ai plus. Là, je t'avoue que je l'ai plus, mais en tout cas, donc le Packers at Lions, vraiment sympa. Le Chiefs at Cowboys, qui je trouve vraiment pas mal. Et alors finir avec un Bengals at Ravens. Eh ben, moi, je trouve que ça a vraiment de la gueule cette année, les 3 matchs de Thanksgiving. Ça faisait pas mal de temps, moi, je trouve qu'on c'était pas autant hypé. Je me souviens d'avoir commenté le match de Dallas cette année. Bon, on n'était pas hype comme ça, quoi. Tu le referas pas cette année, je te l'annonce déjà. Seb, bah oui, c'est comme ça. Et voilà. Mon Seb, est-ce qu'il y a une semaine qui te plaît, toi? C'est une question à laquelle j'ai un petit peu de mal à répondre comme ça avant le début des hostilités. Vous avez, Yaya et toi, parlé de la Week 1, et c'est vrai, l'excitation pour la Week 1, elle est réelle, mais je pense que c'est quelque chose qui va se révéler au fur et à mesure du calendrier, et notamment quand on aura passé la mi-saison et que beaucoup de choses se seront décantées, et qu'on aura certains clubs qui seront décrochés et d'autres qui se battront pour leur survie et pour les playoffs à venir, parce que c'est à ce moment-là qu'on va voir les affiches qui vont avoir de l'importance, voire même qui vont avoir de l'importance sur la survie des clubs qui ne sont pas directement impliqués dans certains matchs, sachant que les bilans de certaines équipes vont influer les classements, et donc une potentielle qualification en play-off. Moi, je vis plutôt le calendrier de cette façon-là, quand je vois en quelque sorte le narratif de la saison se dérouler, et que je me dis, ah tiens, cette semaine-là, là, en semaine 12, va y avoir tel match, ça peut permettre à tel club de se détacher, ou si un tel perd, bah, du coup, il y a un autre qui va rebondir par effet de classement, etc. C'est pour ça que, quelle semaine me hype? Ben, en fait, toute me hype, en fin de compte, parce que chaque semaine, il y a quelque chose qui se joue. Et oui, c'est ça qui est beau, c'est ça qu'on aime. Personne n'a parlé de la semaine 2, avec notamment la réédition du Super Bowl 59, le Eagles Chiefs, qui sera donc en deuxième semaine. Est-ce que c'est pour vous le match le plus intéressant de cette saison, ou est-ce que, comme d'habitude, on va trop en faire alors que les enjeux ne seront pas du tout les mêmes? Trop tôt dans la saison. C'est vrai que c'est une redite du dernier Super Bowl, donc forcément il fallait le mettre tôt, mais comme l'a dit Seb, on ne sera pas au niveau de l'enjeu, on ne sera pas encore complètement présent, puisqu'il y aura beaucoup
rattraper derrière. Je suis un peu comme Seb là-dessus. Moi, les matchs à gros enjeux que j'adore voir, moi, c'est les matchs de début décembre, les 3 premières semaines de décembre, là, quand il y a encore beaucoup d'équipes qui ont leur chance d'avoir leur place en play-off, qu'il faut absolument gagner. Ce sont quasiment des matchs, des must-win pour certaines équipes. Non, ça, c'est vraiment la partie du calendrier et ce sont ces matchs-là qui vont me hyper le plus après, au final, dans la saison. Yaya, hypé par la réédition du Super Bowl ou pas du tout? Pas du tout. D'accord. Pas du tout. Non, toi c'est le Giants Panthers qui t'intéresse. Non, c'est pas ça. C'est que les Eagles, déjà, moi, tu sais que c'est pas ma tasse de thé. Si je peux éviter de les regarder pour avoir de l'urticaire. Raconte-nous ça, dis donc. Comment ça se fait? Dis-nous en plus. C'est intéressant. Alors déjà, les gars, les rivaux de division, c'est dans le contrat, tu vois. On est là juste pour se moquer d'eux. Donc voilà. Et comme en plus, nous, on est mauvais. D'ailleurs, ça marche, ils se moquent de vous. Hein, donc, j'allais dire, c'est plutôt eux qui se moquent pour l'instant. Mais bon. Et pourtant, on n'est même pas rivaux des Giants, on arrive à se moquer d'eux. Donc, Oui, mais vous, alors, vous êtes des méchants. Donc, voilà. D'ailleurs, je sais pas si tu as regardé, Yaya, mais on a rendez-vous encore cette saison. Hein. Oui, tout à fait. Oui. J'ai aussi rendez-vous avec Flav. Week 9 et Week 5 D'ailleurs, ce sera peut-être la première victoire des Giants contre les Saints. Parce que bon, juste avant, c'est quand même at Washington, at Dallas, réception de Kansas City, réception des Chargers. Autant dire qu'on peut pas en prendre beaucoup sur les 4 premiers. Hein. Voilà. Après, il y aura les Saints. Et après, c'est Eagles, Broncos. D'ailleurs, tu joues contre nous 3. Il y a Broncos, 49ers et Saints. C'est fou ça, on pourra se moquer de toi 3 fois. C'est incroyable. D'ailleurs, par contre, ceux qui arrivent à perdre contre les Giants, la transition est toute trouvée. Vous n'avez plus rien à ajouter sur le calendrier, les amis, parce que là, ma transition est parfaite. Alors vas-y. Parce que le dernier jeu de la carrière de Derek Carr a eu lieu contre les Giants de New York. Ce fameux saut par-dessus la défense où il a fini sur son épaule. Et ce sera donc le dernier jeu de sa carrière à Derek Carr, puisque oui, ça va rester dans les mémoires comme jeu. Putain, c'était pas le plus beau, et voilà, ça s'est fini en autre boudin. Donc notre cher Derek Carr, très cher, trop cher Derek Carr d'ailleurs, a décidé de prendre sa retraite un peu à la surprise générale. D'ailleurs, c'est tombé comme ça samedi, d'un seul, en plein week-end, alors que nous étions en train de siroter tranquillement un petit café en terrasse. Voilà que, hop, Derek Carr annonce sa retraite. Ah bah tiens, mais que nous fait-il? C'est un bon choix pour toi, Seb. On va déjà parler de Derek Carr, et puis après on parlera des conséquences que ça a pour les Saints de Nouvelle-Orléans. Il part avec une carrière de pro plus qu'honnête, 41 245 yards lancés, 257 touchdowns, 112 interceptions. Il a 34 ans, ce qui est toujours un âge un petit peu critique pour un athlète en particulier dans ce sport. Il a quand même pas mal collectionné des blessures depuis quelques années, ne serait-ce que la saison passée et même la saison précédente. Je pense que le regret qu'il aura, c'est que son succès à la Nouvelle-Orléans aura été plutôt mitigé. 14 victoires, 13 défaites. On attendait quand même beaucoup plus de lui quand on l'a fait venir depuis Las Vegas. D'autant que sur le papier, c'était pas forcément un mauvais fit, à mon avis. Alors après, la Nouvelle-Orléans, il y a beaucoup de choses qui se sont mal passées aussi autour de lui. Et on sait que, sans leur faire insulte, bien sûr, Flav, la gestion du club est un petit peu erratique pour parler par. Faut virer Mickey Loomis, on va y aller carrément. Faut virer le GM. Donc, du coup, c'est une carrière qui se finit un petit peu avec un goût d'inachevé. Il faut quand même pas oublier que cet homme-là, pendant presque 10 ans, il aura été le quarterback d'Oakland et qu'il aura donné beaucoup au sport et à ses équipes. Ça a toujours été un bon soldat. C'est un peu dommage que ça se termine comme ça, surtout aussi brusquement, d'autant que la situation sur cette blessure, elle n'était pas très très claire avant la draft. Est-ce que si tout avait été plus clarifié, la draft des Saints se serait déroulée autrement? Bon, c'est un petit peu trop tard pour le dire maintenant. Toujours est-il que là aussi, Flav, sans faire insulte à ton club, vous avez une QB room qui fait un peu peur.
Oui, je vais peut-être pas être dans la pensée dominante des supporters des Saints de ces derniers temps, mais moi, le fait qu'ils le disent après la draft, je pense que ça nous évite une énorme bêtise. Et une bêtise qui nous aurait emmené à aller faire des trade-up pour aller chercher je ne sais qui en 3e ou 4e choix, à dilapider des trucs pour, au final, alors qu'on savait pertinemment, et on le dit depuis des semaines et des mois, qu'il n'y a pas forcément d'énormes talents au poste de quarterback dans cette draft 2025. Et ils auraient fait un panic move, en fait. Et je connais suffisamment bien notre GM pour savoir qu'il en est capable. Et donc voilà, donc à la rigueur, je me dis là, bon, le seul panic move qu'ils peuvent faire, c'est aller chercher Kirk Cousins ou Aaron Rodgers. Bon, ça limite les panic moves. C'est pas impossible, mais ça les limite. Les Falcons ne traderont jamais un rival de division. Et nous, on le veut surtout pas à ce prix-là non plus. Ah bah oui, c'est ça. Oui, bon, après, oui. sur payer un quarterback, vous l'avez déjà fait avec Carr. D'autant que c'est pas le même contexte. Voilà. Le cap, c'est un peu assaini, je crois, du côté de là, carrément, puisqu'on va donner la conséquence principale de cette retraite, c'est quand même que, alors, Derek Carr touche les 10 millions de roster bonus pour cette saison. Les Saints, donc ça, ont versé les 10 millions. Par contre, les 30 millions qui lui étaient versés normalement pour cette saison, comme il a pris sa retraite, retombent dans le cap space des Saints, donc il récupère 30 millions de dollars. Ce qui est quand même pas inintéressant quand on connaît la situation financière globale de la Nouvelle-Orléans, c'est plutôt une bonne nouvelle. D'où l'intérêt de ne pas aller dépenser 28 millions pour aller chercher Kirk Cousins. Parce que sinon, ça perd un peu tout son sens. C'est retour à la case départ, quoi. Bah oui, c'est pour un an, parce qu'on sait que de toute façon, il faudra qu'on draft un quarterback l'an prochain. Donc, ça va faire quoi? Ça va faire que du coup, tu vas te retrouver avec un bilan à 6-7 victoires, parce que dans la division, tu arriveras à en prendre si tu as Kirk Cousins comme quarterback. Tu vas te et que les Saints sont le 3e calendrier le plus facile, donc ils vont réussir à en prendre par-ci, par-là. Tu te retrouves avec un très bon avec un bon quarterback, il t'emmène à 6-7, tu te retrouves, allez, 11e, 12e choix de draft, et puis voilà. En fait, ça fait ce qu'ils font depuis 5 ans. Depuis l'après Drew Brees, depuis 3-4 ans. C'est toujours être là, vivoter à 7 victoires, 6-7 victoires, sans pouvoir reconstruire ni par la draft, ni par autre chose, parce que t'as pas l'argent pour le faire. S'ils dilapident les 30 millions que Derek Carr a réinjectés, c'est retour à la case départ, très clairement. Moi, je préfère, je vous le dis, mais on en a déjà discuté en off, mais je vais le dire à tout le monde, je préfère aller faire la saison avec Spencer Rattler et Tyler Shaw, plutôt que d'aller chercher un mec qu'on va payer 20 millions pour faire un an, et qui ne servira à rien, si ce n'est à nous ruiner la draft de l'an prochain. C'est aussi simple que ça. Après, je suis assez d'accord avec toi, Flav, sur le panic move qu'auraient pu faire les Saints, ça aurait pu être un peu, effectivement, problématique, parce que c'était pas une draft qui était axée vraiment QB. Maintenant, si vraiment on l'avait su avant, alors franchement, j'ai des doutes, moi, sur le fait qu'il ne l'ait pas communiqué quand même avant la draft. Je pense qu'il ne l'a pas. Je pense qu'il l'a vraiment pas communiqué. J'en sais rien. On le saura certainement jamais. Peut-être que non pas parce que c'est un mauvais garçon, mais parce qu'il a eu il est sorti dans sa vie personnelle qui ont fait que, voilà, je pense que les Saints n'étaient vraiment pas au courant qu'il allait prendre sa retraite. Que la blessure était grave, ça il le savait, mais que je pense pas qu'il. Je suis pas d'accord. Après, est-ce que s'il l'avait su, est-ce que aller chercher un Sanders au 3e tour, ça aurait pas pu être une possibilité, par exemple? Je pense qu'ils auraient peut-être pris Sanders à la place de Shaw au 2e tour, mais pareil, pour moi, ça reposait là-dessus. C'est-à-dire qu'on se dit, oui, mais est-ce que Sanders est prêt à jouer en NFL? C'est toujours le même problème. Non, mais je suis bien d'accord avec toi. On n'est pas sûr que ce soit un talent générationnel, que ce soit même là, je ne remets même pas en cause le talent de Shedeur Sanders. Je me dis, est-ce qu'il est... Parce que pourquoi on a choisi Tyler Shaw? À un moment, il va falloir... parce que les gens se disent, oui, pourquoi ils l'ont pris? On l'a pris parce que le garçon a 25 ans, bientôt 26, et que c'est le seul qu'on est sûr qui ne sera peut-être pas bon, je n'ai pas dit ça, mais qui peut jouer tout de suite en NFL parce qu'il a une longue carrière universitaire. Donc on peut le mettre starter week 1. Les autres, on n'en sait rien, si on peut ou pas. Et c'est pour ça qu'il a choisi Tyler Shaw, Kellen Moore. Il l'a pas fait au hasard. Il n'avait pas dit, tiens, pique-nique douille, j'ai plusieurs QB, qui est-ce que je prends? Il l'a fait parce que il savait que lui, il pourrait faire la saison avec. Peut-être qu'elle sera mauvaise, la saison. Ça se trouve, au contraire, ça va être un QB qui va se révéler, et voilà, on ne sait rien. Mais, en tout cas,
il peut faire la saison avec ça tout de suite et partir si Spencer Rattler n'a pas le poste, parce que ça va jouer entre tous les deux. À moins qu'ils aillent chercher quelqu'un d'autre. On a parlé rapidement de Rodgers et de Cousins, mais sans dilapider beaucoup d'argent, tu peux aller chercher un Ryan Tannehill, tu peux aller chercher, alors ça a parlé de Jimmy Winston qui pourrait revenir, qui est troisième QB chez les Giants. Voilà, t'as des gens, il y a eu des rumeurs avec Jimmy Garoppolo des Rams aussi. Tu peux très bien. Il y a eu Matt Jones aussi qui est chez les 49ers. Bref, tu peux avoir des QB qui sont là, QB2, qui ont déjà été starters en NFL, qui viennent faire une pige d'1 an à la Nouvelle-Orléans. Honnêtement, est-ce que c'est super? Est-ce que ce serait un super bon move? J'ai envie de dire, tout dépend de l'argent. Si tu payes pas très cher, à la rigueur, pourquoi pas. Mais si c'est pour dilapider ce que tu viens de gagner, ça sert à rien. Bon, Aaron Rodgers aux Saints, c'est même pas une question d'Aaron Rodgers, c'est une question de dilapider de l'argent que tu viens enfin de réinjecter. C'est aussi simple que ça. Non, mais moi, il y a une chose, c'est que pour moi, l'arrêt de Derek Carr est une très bonne chose, pour une raison très simple, c'est qu'il y a un nouveau régime qui arrive, un nouveau coach, qui va pouvoir il va avoir du temps cette année. Même s'il ne gagne pas, on sait qu'il aura du temps. Ah oui. Donc, il est venu on lui a dit qu'il avait 3 ans pour construire son équipe, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, les Saints, il y a 3 ans, ils étaient à un quarterback d'être une grosse équipe. Ils l'ont pas trouvé, le quarterback. Ouais. Ils l'ont pas eu. Et pourquoi? Parce qu'ils sont bloqués la flexibilité avec Derek Carr et ils n'ont pas pu drafter le quarterback pour changer. Mais là-dessus, c'est pas la faute des Saints, c'est qu'aujourd'hui, tous les quarterbacks qui ont été draftés dans les premiers tours, à part Joe Burrow, qui a changé une franchise. Parce que le plan de dire on va drafter un quarterback, machin, il va tout nous changer. Regarde. Bon, alors il n'est pas tout seul, mais je rajouterais CJ Stroud quand même. Mais parce que qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont eu le 2e et le 3e choix. Oui, non, mais c'est pour ça que ils ont blindé la défense. Il n'est pas tout seul parce qu'il y a Will Anderson, il y a tout ça, évidemment. Et oui, mais sauf qu'aujourd'hui, le truc, c'est qu'on met la charrue avant les bœufs dans la construction. Ça veut dire que, en fait, je reste persuadé, et de toute façon, on va faire des épisodes sur les constructions bientôt. Spoiler alert. Si tu mets le meilleur quarterback du monde dans une franchise où il n'y a rien, et c'est ce qui arrive, puisque quand tu draftes en premier, c'est parce que tu as terminé dernier de la saison, sauf si tu fais un trade-up. Sauf le cas des Bears l'an dernier, qui se retrouvent, bon, ça n'a pas beaucoup plus réussi, mais qui se retrouvent avec le choix des Panthers. Oui. Mais c'est une franchise dysfonctionnelle depuis 60 ans. Donc, moi, ce que je veux dire par là, c'est que quand tu mets un quarterback, en fait, tu vas mettre un quarterback, soit tu construis avec lui et tu dis, OK, on perd, mais on monte une équipe autour de toi, mais ça va être dur et on le met pas, c'est pas l'agneau sacrificiel. Ou alors, tu dis, je construis mon équipe, je blinde la ligne et je le mets dans des bonnes conditions. C'est bien pour ça que... Et là, tu récupères un quarterback. Et là, à ce moment-là... C'est bien pour ça que cette année, j'étais bien content que les Saints, avec leur choix de premier tour, aillent chercher quelqu'un sur la ligne, plutôt que d'aller chercher, d'aller faire un trade-up pour chercher un QB. Parce que autant aller chercher des gens là cette année, leur donner 1 an d'expérience, même si la saison est mauvaise, et l'an prochain, amener un quarterback avec des gens qui ont déjà un peu d'expérience. Et c'est à mon avis beaucoup plus intelligent que de tout balancer pour aller chercher je ne sais qui en 4e position. Et quel que soit le quarterback dans cette draft de cette année, tu vois, ça a été de toute façon un mauvais choix, à mon avis. Ça ne reste que mon avis. Honnêtement, personne s'y attendait à cette retraite de Derek Carr. Si, toi, tu le voyais partir à la retraite là? C'est pas forcément là. Moi, je pensais qu'il allait l'annoncer plus tôt. Mais oui, il a les ailes qui touchent la piste quand même depuis quelques temps. Hein. On rappelle quand même que Derek Carr est passé à un match d'un record sans précédent, puisqu'il aurait été le seul quarterback à perdre contre toutes les franchises NFL s'il avait starté contre les Las Vegas Raiders dans la saison 2024. Bon, il n'aura jamais ce record. Tu vois, lui, il symbolise le quarterback qui n'a pas de bol.
C'est aussi un joueur qui n'a gagné aucun match de play-off. Oui, mais il a toujours été dans des mauvaises envies. Non, mais c'est pour te dire, parce que tu vois, je trouve ça intéressant, parce que moi, pour le coup, j'ai aucune animosité envers Derek Carr. J'ai vu beaucoup de gens qui se réjouissaient en disant oui, c'est génial, il se barre, machin. Franchement, déjà, bon, s'il prend sa retraite parce qu'il est blessé, comme tout joueur blessé, c'est pas le genre de truc qui me fait plaisir. Et en plus, c'est, comme le disait Seb, c'est pas un mauvais garçon, c'est pas un mec qui va être dans des histoires, c'est pas des Sean Watson, tu vois. Non, mais il a pas de bol. Non, il a pas de bol. C'est pas un mauvais garçon. Regarde, juste il prend sa retraite. Il aurait très bien pu dire, ben non, je vais essayer de me rétablir. Il aurait pu prendre les 30 millions. Et non, là, il fait quand même une croix sur les 30 millions. Alors, je pense qu'il y a quand même une négociation. Mais... le roster bonus, ils lui ont laissé. Voilà. Par exemple, les 10 millions, ils lui ont laissé. Bon, écoute, ça a été fait en bonne intelligence. Mais... Moi, je pense que ça reste quand même. Ça devait être, ça semblait être un bon coéquipier en tout cas, quelqu'un qui n'a jamais fait vraiment de vagues. Et ça, je pense que dans un vestiaire, c'est toujours agréable. Et est-ce que vous le saviez-vous, c'est pour Seb, l'un des faits marquants de la carrière de Derek Carr, c'est d'avoir lancé la passe la plus lente de l'histoire de la NFL. Vous vous souveniez pas de ça, hein. C'était un jour où il pleuvait, je vous retrouverai la vidéo, on va la mettre sur le compte de The Playoff. En fait, c'est un jour où il pleuvait, je crois je sais pas si c'est pas à Miami. Bref, enfin, et il a lancé une passe, et en fait, la passe lui a glissé des mains au moment où il l'a lancée. C'est bien que le caméraman a eu le temps de filmer elle est partie complètement en cloche. Elle est retombée la balle, et voilà, ça a été ce qui a été élu la passe la plus lente de l'histoire de la NFL, et c'est Derek Carr qui l'a lancé. Voilà. Et si ça avait été Tom Brady, en roughing the passer, on sait pas pourquoi. Et dans l'un des matchs juste avant, il avait aussi lancé un snap beaucoup trop tôt. Il avait donné un code pour faire une feinte avec son centre, et en fait le centre n'avait pas entendu le code, et donc du coup il a lancé le snap alors que c'était normalement c'était censé être une feinte, et lui n'était pas prêt du tout, et donc voilà, ils ont lancé des snaps. Il a lancé un snap trop rapide, ce qu'il avait beaucoup fait rire à l'époque notre ami Derek Carr. Voilà, c'était pour les faits marquants de la carrière de Derek Carr. Tout ça pour dire que Seb, tu vois, tu nous disais c'était un quarterback, statistiquement c'est quelqu'un, ça restera, je pense qu'à Las Vegas il laissera, ou à Oakland il laissera un bon souvenir, tu vois, statistiquement c'est quand même pas quelqu'un qui est mauvais, c'est pas, voilà. Non, il ira jamais au Hall of Fame, mais c'est pas la question. Je veux dire, non, mais Eli Manning non plus, donc tu vois, il le mérite plus qu'Eli, hein, donc. Non, ce que je veux dire, c'est que allez les gars, mais bandes de cracheux. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut relativiser certaines choses. C'était un très bon pro. Il finit avec des stats plus qu'honorables pour quelqu'un qui a connu une carrière comme la sienne. Mais si tu prends, par exemple, il y a un nom qui me vient à l'esprit. Alors, désolé, ça tombe encore sur la Nouvelle-Orléans, mais et je vais faire un petit peu d'archéologie, mais parfois quand on parle de Archie Manning, c'est-à-dire du père, même du grand-père, hein, bientôt maintenant, on a l'air d'en parler comme quelque chose avec une magnitude. Les gars, regardez les stats en carrière de Archie Manning. C'est pas. Non, c'est d'ailleurs la dernière fois que les Saints ont dépensé un premier tour pour un quarterback. Hein. C'est franchement pas génial, hein. Donc c'est un truc culturel de la Nouvelle-Orléans, hein, Archie Manning, le culte autour d'Archie Manning, je vous promets. Parce que c'est comme Yaya avec Eli Manning. Si vous regardez pour les plus jeunes et même les moins jeunes, parce que Archie Manning, sa carrière, ça remonte quand même à plusieurs décennies. Prenez le temps, allez sur la page Wikipédia ou sur NFL.com, trouvez les stats d'Archie Manning. Je vous jure, vous allez écarquiller les yeux et que vous allez vous demander pendant un bout de temps pourquoi est-ce qu'on prend parfois ce monsieur en référence sur certains points. Donc, il faut vraiment relativiser les choses. Derek Carr, il a une carrière de footballeur professionnel très honnête. Voilà, ça se termine de façon abrupte. C'est comme ça. Dillon Gabriel chez les Browns, oui, parce qu'on a fait les Saints, ça, on fait les Browns. On va mettre vraiment que je reparte en dépression. Hein. C'est le moment de jingle. C'est l'heure du point Cleveland Browns. Attention. On a des moyens là. Attends, c'est quand même quelque chose. Et donc notre ami Dillon Gabriel qui
a été, lors des premiers du mini-camp rookie, le quarterback titulaire, entre guillemets, celui qui a eu les premières reps devant Shedeur Sanders. Notre ami Kevin Stefanski a dit oui, bon, bah, n'y voyez rien d'incroyable. De toute façon, tous les quarterbacks vont jouer en pré-saison et vont se partager les snaps. C'est une tempête dans un verre d'eau, sauf que quand on parle de Shedeur Sanders, il y a forcément tempête. Alors, y a-t-il, selon vous, déjà une hiérarchie qui s'est dessinée? Est-ce que Dillon Gabriel aura plus de chances d'être starter que Shedeur Sanders? Voilà. Ils font grève. Vous voyez le peuple, ils font grève. Non, mais parce que vous l'avez demandé qu'on parle des Browns. parlé des Browns. Non, mais vraiment. Ah non, c'est pas moi. Alors, c'est pas moi. C'est dans le Discord. C'est Murphy. C'est qui? C'est Cory qui a demandé à ce qu'on parle des Browns? Oui. Voilà. Non, mais voilà. On le remercie. Voilà. Non, mais on le remercie chaleureusement. Le gars qui m'apostrophe parce que j'aime personne, qui reprend tout, mais qui m'a à l'œil. Oui, bah voilà. Mais commence par là. Non. Bannis-le. Non, mais alors. Oui, c'est Cory Johnson, tout à fait, qui nous a demandé. On le salue d'ailleurs. Vas-y, Vince. Non, parce que moi je veux pas le saluer, donc c'est pour ça. Mais Salut, on le salue. Voilà. Ça c'est la dédicace que tu lui as fait, c'est ça. Hein. C'est ça, ouais. C'est tout à fait. Parce que Cory adore quand je coupe ton micro, donc vas-y, on t'écoute. C'est ça. Je trouve que ça serait une bêtise si la hiérarchie était déjà définie dès maintenant. Il y a eu un ordre, il y a eu de la draft. On t'écoute plus. On t'écoute plus. On le voit plus. On l'écoute plus. Là, on l'écoute plus. Et là, on le réécoute. Vas-y. C'est méchant. Il s'amuse bien avec le micro, hein, t'as vu? C'est moche. Ah, c'est moche. Je sais plus quoi dire. Et ça se dit professionnel, Seb. Je sais plus quoi dire. Moi. Non, tu disais que c'était triste si la hiérarchie était déjà définie. Bah oui, et là, regarde, je te montre mes mains, je n'appuie pas sur ton micro. Parce que clairement, il y a tout à faire dans cette QB room. C'est quand même la franchise, la saison de la franchise qui est en jeu. Donc, je pense que cette franchise, elle en a beaucoup subi pendant très longtemps. Et voilà, il faut. J'espère que ce n'est pas le cas et que tous les QB auront vraiment C'est très difficile de faire un podcast avec ces énergumènes qui font des oreilles de lapin. Je n'en peux plus. Mais non, ça serait dramatique pour les supporters de la franchise. Je trouve qu'on ne les respecterait pas si jamais vraiment on base ça comme ça et dès le départ, les dés sont pipés. Laissons les jeunes là, s'exprimer. Il y en a quand même pas mal. Après, il n'y a pas que ces deux QB non plus. Hein. Il y en a d'autres. Donc, à il y a voir des moins jeunes. Ouais, mais à voir ce qui va arriver derrière. Mais enfin, moi, je sais pas. De toute façon, les Browns, ça va être encore très compliqué. Et il va falloir, à un moment donné, il va falloir quand même tracer les choses. Et la pré-saison sera le juge de paix. Alors, ceux qui arrivent derrière avec Watson, je serais toi, je me méfierais. Mais enfin bon, on sait jamais. Ça peut toujours mal tourner. On sait jamais avec notre ami Deshaun. Seb, toi, tu t'en fiches comme de l'an 40. Alors, non. Je vais faire un truc apparemment certains de nos confrères et collègues, en particulier d'outre-Atlantique, sont incapables de faire, c'est-à-dire de prendre un peu de recul. C'était le camp des rookies. Il fallait bien qu'il y en ait un des deux qui prenne plus de reps que l'autre. Bon, c'est Dillon Gabriel, la belle affaire. Après, qu'est-ce qu'on voit quand on se balade sur les réseaux ou sur les sites spécialisés? Et vas-y qu'on parle d'un trade de Shedeur Sanders. Et regarde qu'il y a ses coéquipiers qui font sa célébration de la montre et du coup, ça veut bien dire que il faut de son côté, etc. Ils sont de son côté, etc. C'était le camp des rookies. Seulement. Oui, donc, faut pas le prendre, faut surtout pas prendre ce fait pour argent comptant. On va déjà voir quand le vrai camp, entre guillemets, va commencer. Ensuite, des quarterbacks pour le moment, il y en a 4. Une chose est certaine, quand on aura le dernier cut, il y en a un qui va dégager. C'est sûr et certain. Ils vont pas garder 4 quarterbacks dans l'effectif. Sur ces 4-là, tu as 2 jeunes. Et je vous l'annonce, c'est l'un de ces deux-là, c'est soit Gabriel, soit Sanders, qui seront starters pour la Week 1. Pourquoi? Parce que tu en as un, Flacco, qui a 40 ans, tu vas pas le faire starter, et l'autre, Kenny Pickett, certes qui est plus jeune, mais
qui n'a jamais prouvé qu'il avait le calibre d'un titulaire en NFL. Je pense qu'ils vont conserver Flacco, mais qu'ils le feront rentrer vraiment que s'il y a le feu. Et ensuite, j'ai une question. Vous vous souvenez de Mason Graham? Vous savez, le premier, le 5e choix de la draft. Celui qu'on appelait Golden. Choisi au first round. On est en train de parler d'un QB choisi au 5e tour. Tout le monde est en train de s'exciter là-dessus. Moi, ça me dépasse. Les médias football sont devenus fous. Ils s'intéressent à ça. Et ce que peut faire Mason Graham, ou l'impression qu'on peut avoir Mason Graham sur ce camp, moi, je n'ai rien trouvé presque dessus. Ça a été lui le premier choix des Browns, franchise qui est en perdition, mais qui est intéressante tout de même dans ce qu'elle fait. Je le répète, j'ai rien trouvé là-dessus, ou presque. Les médias s'en battent l'œil de celui qui a été le premier choix des Browns, donc qui doit être normalement la pierre angulaire de la reconstruction sur cette dernière draft. Moi, ça me dépasse. C'est d'ailleurs pour ça que la semaine prochaine, nous ferons un podcast spécial sur Mason Graham et sur les Browns, bien évidemment, de Cleveland. Non, mais après, c'est vrai que c'est Sanders qui génère tout ça aussi. Je suis bien d'accord avec toi. C'est un peu. Tu vas te faire taper dessus par White, toi. C'est du n'importe quoi, mais Sanders génère une seule connerie en dehors du terrain. Sanders. Une seule, je veux dire. Mais il traverse en dehors des passages piétons. Il traverse en dehors des passages cloutés. Ça va te mettre un dawa autour du club, mais ça va être complètement d'accord avec toi. Après, je suis pas sûr que ce soit toute sa faute non plus. L'emballement médiatique est aussi dû aux médias tout seul. Oui, bien sûr. Ils ont trouvé un bon personnage. Alors certes, il a joué avec quelqu'un qui fait du clic. Non, mais bien sûr. Enfin, on est bien placé pour le savoir. Chaque fois qu'on fait un article sur Shedeur Sanders, ça marche. On va pas se mentir. Oui, bien sûr. C'est la faute de Corey. C'est ça, c'est Corey qui pousse derrière. Il clique 350 fois dessus, alors forcément, ça fait du clic. Là où c'est pas raison, c'est que maintenant, en fait, cette bulle médiatique étant existante, de toute façon, quoi qu'il fasse, en bien ou en pas bien, de toute façon, t'en parleras. Et c'est ça le truc, quoi. Est-ce que c'est une bonne chose ou pas une bonne chose, ça, c'est autre chose. Voilà. C'est un jugement de valeur que je me garderais bien de donner, mais voilà, ça reste. Maintenant, il le sait de toute façon. On va parler de son premier snap en pré-saison, on va parler de son premier snap en NFL, on va parler de sa première interception et il y aura 25 minutes de vidéo pour la décrypter. Son premier touchdown aussi, mais un peu moins parce que visiblement les médias ont quand même choisi de dépeindre Shedeur Sanders comme quelqu'un qu'il fallait pas trop aimer, donc on en parlera un peu moins. Voilà, c'est comme ça. Par contre, toutes ces erreurs, tu peux être tranquille que ça va faire des heures et des heures d'antenne sur toutes les chaînes américaines. Ça, c'est sûr et certain. Et on en parlera dans le podcast, nous aussi, parce qu'on n'est pas mieux que les autres. On prétend pas être mieux que les autres. Non, mais c'est vrai, soyons honnêtes. Mais par contre, ça veut vraiment dire aussi de faire attention à ce qu'on nous vend et comment on aiguille notre fil de pensée. On le voit... Nous, quand on prépare ces podcasts, on prend beaucoup d'informations différentes, c'est divers et variés. On regarde un peu tout ce qui se passe et en fait, tu vois clairement que l'avis général, qui est souvent assez tranché d'un côté ou de l'autre, si tu n'arrives pas à prendre le penchant inverse, tu peux très facilement te faire toi-même aiguiller vers un courant de pensée, dirons-nous. Et donc, voilà, faites attention à ça. Effectivement, là, on parle d'un joueur de football américain, mais c'est valable un peu pour tout. Mais dans le sport, de manière générale, c'est très, très souvent le cas. Bon, après, la seule généralité, c'est ne pas aimer les Giants. C'est une bonne chose, ça c'est sûr. Après, c'est un débat qu'on a eu, un débat très intéressant. Alors là aussi, c'est du off, mais on va vous le raconter en 1 minute. C'est un débat que j'ai eu avec Flo, qui fait partie de la rédaction, qui avait animé le podcast Draft il y a à peu près 1 mois de ça. Quand on a fait le débriefing de la draft et qu'il est revenu avec nous, et je lui ai proposé, comme à tous mes collègues ici, le conducteur environ 2 jours avant, il m'a dit, mais pourquoi on passe autant de temps à parler de Shedeur Sanders ? Pourquoi est-ce que dans le conducteur on met Shedeur Sanders en premier ? Tout simplement parce que c'est l'événement du truc, c'est malheureux. Et là, Seb a tout à fait raison, c'est-à-dire que il devrait rester à la place qui lui a été attribuée. C'est pas nous qui l'avons choisi, c'est les franchises NFL, à savoir le 5e tour. Mais nous aussi, dans le jeu médiatique, on participe à ça. C'est un fait, tu vois. Parce qu'on sait que ça va intéresser les gens et qu'ils vont beaucoup plus écouter qu'un débriefing des 10 premiers choix de la draft. Voilà.
C'est aussi simple que ça. Il y a un moment, tu mets, on va pas se mentir, hein, tu mets dans le titre Shedeur Sanders et tu mets top 10 des choix de draft, Shedeur Sanders fera plus de clics. Bah oui, on peut le regretter, mais c'est ainsi. Un qui fait peut-être pas beaucoup de clics, enfin quoique si, mais surtout qui va peut-être pas faire beaucoup de snaps si ça continue, c'est notre ami Trey Hendrickson. Lui aussi, on en avait parlé dans le podcast il y a quelques semaines. Il a fait une sortie il y a 2-3 jours là, en nous disant, les choses sont simples, pas de nouveau contrat, pas de Trey Hendrickson sur le terrain. C'est clair. En gros, c'est la grève, c'est la lutte finale. Oui, mon Yaya. Non, mais moi, il y a une chose, c'est que toujours. Ça nous fait une Chris Jones. Mais quand ça vient des joueurs, c'est un drame. On les vilipende. Ah non, moi pas du tout. Non, mais je te parle pas de nous. Je te parle du monde médiatique et des propriétaires. En revanche, qui se gavent sur les joueurs. En revanche, quand les franchises, elles cut des joueurs pour des raisons X ou Y, un joueur qui se blesse, il le cut. Tout ça, là, par contre, il n'y a personne qui vient l'ouvrir. Donc, moi, je pense que Trey Hendrickson, il a raison. Il ouvre parce qu'il a été bien sympa de rester dans cette franchise pour des clopinettes, quoi, par rapport à ce qu'il apporte. Et puis il l'ouvre parce qu'on lui demande de l'ouvrir. C'est une interview qu'on lui a demandé de faire et tout ça, et qu'il a voilà. Il y a un moment où aussi Trey Hendrickson a déjà dit il y a un mois à demi-mot. Les discussions se passent pas très bien. Visiblement, ils ont oublié il y avait une histoire comme ça où il disait visiblement ils ont oublié mon numéro de téléphone parce que j'ai toujours le même depuis la fac, mais j'ai pas vraiment de proposition concrète. Enfin, je sais pas comment le board des Cincinnati Bengals gère ça. Mais ça n'a pas l'air d'être géré de main de maître, quand même, cette affaire de Trey Hendrickson, Seb. Les rapports entre le club et le joueur ont l'air pour le moins dégradés, c'est le moins tendu. Alors, tendu, voilà, légèrement tendu. Alors, on le savait depuis un certain temps. De toute façon, Trey Hendrickson, je crois que depuis le mois de mars, il demande un trade. Alors, il a eu l'autorisation par Cincinnati d'en rechercher tout en recherchant un nouveau contrat. Là, il a été clair et définitif. Quand on lui a demandé s'il allait jouer la saison prochaine sous contrat actuel, il a répondu non. C'est tout. No. Deux lettres. Il n'a rien répondu. Et j'abonde dans le sens de Yaya, il a raison. Et une fois de plus, comme Trey Hendrickson l'a dit lors de l'entretien que tu évoquais, il a bien dit, si encore la saison dernière, voilà, j'avais fait 4 sacs et demi et que le club voulait réduire la voleur sur moi, ça se comprendrait. Il a dit, je serais le premier à comprendre. Mais il a fait 35 sacs en 2 saisons, le garçon. Dans une défense qui patauge comme ça va faire. Voilà, et dans une défense, c'est quand même pas connu pour être la plus féroce de la ligue, pour ne pas dire pire. Donc, à côté de ça, tu as Myles Garrett et Max Crosby qui ont cassé la banque dans leurs clubs respectifs. Alors, ils sont aussi la preuve, et en particulier Myles Garrett, qu'une relation, ça peut se réparer, parce que Myles Garrett, avant de signer son méga contrat, il était soi-disant sur le départ. Il devait aller gagner un Super Bowl. Non, il a toujours dit qu'il signait dans une équipe qui allait gagner le Super Bowl. C'est pour ça qu'il a signé avec les Browns, voyons. Bien sûr, nous y croyons aux Browns, puisqu'on parle que d'eux depuis un mois, les Browns. Je suis en train de virer au marron moi-même. C'est comme Dick et Metcalf qui veut le soleil et qui va à Pittsburgh, quoi. C'est marrant. Voilà, tout à fait, le soleil du dollar. Mais pour en revenir au sujet, moi j'abonde dans le sens de Yaya. Hendrickson, il a raison. Il faut le payer à sa juste valeur et il faut le payer maintenant. Le problème, c'est qu'ils peuvent plus. Ils peuvent plus. Donc il y a quand même aussi un problème de money management. Ils ont choisi de signer de grosses extensions à T. Higgins et Ja'Marr Chase. Alors attention, qui les méritent tout autant. Je ne suis pas en train de dire le contraire. Mais il y a un moment, il y a quelque chose qu'ils appellent le mur de l'argent, ou plus exactement le mur du salary cap. Et là, ils sont en plein dedans. Et on a l'air de se diriger tranquillement vers un petit sit-out des familles. Il ne faut pas désespérer. Peut-être que la situation va s'arranger. Il ne faut pas désespérer pour Cincinnati. Il ne faut pas désespérer
pour Trey Hendrickson, parce que ça serait quand même dommage de devoir se priver de lui, que la Ligue se prive de lui. Oui, puis surtout qu'il n'est pas tout jeune non plus, Trey Hendrickson, donc il prend des risques aussi, mine de rien, en perdant une année. Mais c'est pour ça qu'il veut son gros contrat aussi, pour se mettre à l'abri. Évidemment. Oui, mais il y a eu des cas de sit-out qui, derrière, n'ont rien donné, tu vois. Après, derrière, ça a brisé des carrières. Livon Bell, alors c'est pas le même poste, mais tu vois, oui. Il prend aussi un truc. Mais lui, il faut pas oublier quand même que les gars, ils mettent leur vie en danger. Donc, aujourd'hui, moi, c'est là-dessus, en fait, mon point. C'est-à-dire que le gars, il n'est pas payé à ses justes valeurs. Alors, on rigole dans le chat en disant c'est le monde ultralibéral, mais le monde ultralibéral, c'est dans les deux sens. Bien sûr. Donc, le gars, tu veux pas payer, mais merde, écoute, moi, je joue pas. Mais c'est exactement, enfin, je te redonne la parole, mon Yaya, mais toujours dans la même franchise, les Bengals qui ont eu exactement le même cas avec, alors là, c'est pas une question de je veux pas payer, mais avec leur rookie, je sais pas si vous avez vu chez Mark Stewart, qui, ils ne lui font pas signer son contrat rookie avant le début du mini-camp, et ils s'attendent à ce qu'il joue. Le gamin a dit quoi? Il a dit, j'ai pas de contrat. Qu'est-ce que je fais? J'attends sur le bord de la touche. Je joue pas. Parce que qu'est-ce qui va se passer s'il se blesse? Mais qu'il n'a pas de contrat, le garçon, tu vois. La prochaine fois, vous signerez le contrat. Surtout que les contrats rookies, c'est super encadré, t'as la durée, t'as tout ça. C'était juste une question de ce qui était versé lors du mini-camp et ce qui n'était pas versé, etc., etc. C'est juste ça. Il y a un moment, il a dit, non, moi, ça m'embête, mais je reste sur le bord de touche. Je ne joue pas tant que j'ai pas signé le contrat. Alors, il y en a qui ont fait des levées de bouclier en disant, c'est une honte qu'un gamin se comporte comme ça. Il y a un moment, est-ce que tu vas travailler quand t'as pas de contrat? Mais on parle de marché des joueurs. Souffrez que les joueurs se comportent comme sur un marché. Non. Alors moi là, je suis désolé, mais je vais pas du tout être d'accord avec vous, parce que t'as pas de contrat, tu joues pas. Par contre, t'as un contrat, tu te dois l'honorer, tu dois le respecter. Tu ne veux pas jouer. En fait, les contrats sont aussi chers parce que justement, on a toutes ces problématiques-là inhérentes à ce sport. On a très peu de matchs. Pour autant, les gens sont payés des millions d'euros par an. Ils sont clairement pas à plaindre. Après, millions de dollars. Millions de dollars. Voilà, bref. Mais je suis d'accord avec Yaya. Ils risquent leur vie, ils risquent leur santé, clairement. Mais il ne faut pas oublier qu'ils ont des contrats. Un contrat, ça se respecte d'un côté ou de l'autre. Si tu dis, mais s'il le respecte pas, il va être pénalisé. Il va être pénalisé. Mais donc dans ce cas-là, qu'on s'offusque de rien, mais ne disons pas qu'il a raison ou qu'il a tort. Les Bengals sont en droit de lui demander de jouer sous son contrat actuel. S'il ne veut pas, il ne joue pas, il se met en retrait. Maintenant, ça va être à lui d'assumer les conséquences. Il y aura des conséquences financières de toute façon, parce qu'il perdra de l'argent. Mais qu'on ne vienne pas pleurer derrière. Qu'on ne vienne pas pleurer derrière parce qu'on a maltraité ce joueur-là. Non. Il a voulu signer son contrat à l'époque sur tant d'années. Il est dans sa dernière année de contrat. Il décide à l'époque, il avait décidé le contrat. Il était content de l'avoir signé ce contrat-là. Donc, je suis beaucoup moins d'accord avec vous sur le sujet. On a le droit. On a un contrat, on le respecte. Oui, c'est le but. Il y a ça. Mais après, lui, ce qu'il dit, c'est transférez-moi. Lui, voilà. Après, vous n'avez pas les moyens de me payer. Ok, transférez-moi. Pourquoi ils ont fait des extensions à 2 receveurs? Je pense que c'est ça qui vit mal. Je pense que c'est ça aussi que Trent Hendrickson vit mal. Oui. C'est que tu vois les millions s'aligner du côté de l'attaque, et toi qui as rendu beaucoup plus de services que certains autres, tu te retrouves à pas être. C'est pas vraiment le même problème, mais je comprends que ça soit son problème à lui. Effectivement, il a un problème. C'est le problème de la franchise aussi, hein, parce que clairement, quand ils vont se retrouver qu'avec 40 points marqués. Et puis on en a parlé. Je pense que Crosby et Garner avant. Garrett, qui s'appelle. J'ai dit quoi? Gardner. Ah non, c'est Garrett. Mais on fait, ça fait un peu jurisprudence forcément. Donc voilà, ça lui a donné des idées. Maintenant, tu as un contrat, tu sais que tu dois jouer pendant tant d'années. Joue. C'est triste pour lui. Après, il met la pression.
Il met la pression, on verra bien comment est. Mais maintenant, je suis une autre franchise, je me pose des questions sur son avenir. Moi, ça me rappelle le cas de Chris Jones, hein, il y a 2 ans avec les Chiefs, hein, si vous vous souvenez, qui avait voulu faire grève, qui avait fait grève, qui n'avait pas joué le premier match. Les Chiefs avaient perdu. C'était contre Détroit, si je dis pas de bêtises à l'époque. Et le lendemain, bim, signature d'un gros chèque. Hein. Il l'avait annoncé. Et ils avaient annoncé, absolument. Ils avaient perdu à cause de leur défense, notamment. Ils avaient perdu 21 20. Moi, je te dis qu'il y a un monde, il y a un monde où si le premier, dans la première semaine, les Bengals vont perdre, en plus c'est contre Cleveland à la maison, s'ils perdent contre Cleveland à la maison à cause de la défense, le chèque il va être signé, tu vas voir. Non, ils vont retrouver son numéro de téléphone. Mais ils n'ont pas la place. Si. Pour la saison prochaine, ils l'ont. Le problème, c'est qu'ils ont signé des extensions. C'est Chase qui est signé pour l'année d'après ou c'est Voilà, Chase il est signé pour sa prolongation de contrat rookie. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc ça sera à partir de l'an prochain. Mais là ils peuvent lui signer un gros contrat que pour cette année, Hendrickson. Ça c'est possible. Mais ils pourront pas le prolonger sur 4 ans pour 270 s'ils peuvent attendre la week 5 pour prolonger Hendrickson, moi ça m'arrange. Mais bon, après, ça c'est possible. Bref, voici le tour qui a été fait, les amis, de ce podcast. Je vous donne les prochains rendez-vous sur The Playoff parce qu'il y a un programme très très chargé, vous le savez, cette semaine. Ce week-end, c'est le premier match des Paris Musketeers en ELF contre le Rainfire. Ce sera au stade Robert Bobin de Bondoufle. Si vous n'avez pas vos places, vous pouvez toujours les prendre. Et si vous n'allez pas au stade, nous vous rappelons que The Playoff animera un pré-game show de 17h à 17h45 sur Twitch et sur YouTube. Ce sera avec Gaël Chanicagnan, avec moi-même et avec Wake qui vous présenteront toute la rencontre. Wake est obligé, oui. Et on a même des invités. On aura un joueur des Mousquetaires, on va pas vous dire qui, mais voilà, c'est un joueur offensif des Mousquetaires, on n'en dira pas plus. Et on aura un autre invité qui viendra nous voir aussi pendant l'émission. Donc ça, c'est à 17h samedi sur la chaîne Twitch. Mardi prochain, vous aurez le podcast ELF qui reviendra sur toute cette rencontre entre Paris et le Rainfire. Et en fin de semaine prochaine, le podcast NFL. On ne sait pas encore le thème, sûrement les Browns. On va chercher, mais ce sera probablement les Browns. Donnez-nous des idées de thèmes. Ce sera une équipe en orange et comme on n'aime pas les Broncos, ce sera sans doute les Browns. Voilà. C'est aussi simple que ça. Merci mon Yaya, merci Vince, merci Seb d'avoir été là. On se dit à très vite pour de nouvelles aventures sur The Playoffs. Salut tout le monde. Ciao. Salut. Ciao, bye.